Je propose de faire peut-être avant que nous n'oublions tout ce que viennent de nous dire Annabelle Gergen et Negin Mathieu, mais je crois qu'on n'est pas prêt vraiment de l'oublier parce que finalement, elles nous ont montré la générosité actuelle, je trouve, des personnes qui travaillent dans les musées pour se creuser la tête et trouver des moyens... des moyens subtils et vraiment inventifs pour associer le visiteur à l'histoire des œuvres. Et je me souviens que dans ce livre, ce petit livre, cet essai de Paul Valéry, il y avait cette phrase je crois que j'ai fait tomber mes lunettes, je vais peut-être les reprendre, non ? Ouais, c'est ça. Et cette phrase dans le fameux livre que Annabelle citait tout à l'heure, Le problème des musées, « Bientôt, je ne sais plus ce que je suis venue faire dans ces solitudes cirées ». Alors, je crois qu'on est assez loin des solitudes cirées aujourd'hui, d'abord parce qu'on n'est vraiment pas seul dans les musées. Et ensuite, la cire n'est peut-être plus de mise autant qu'elle ne l'était. Donc, entre vous, je ne sais pas, peut-être on va commencer... voir si l'une l'autre a quelque chose à se dire par rapport aux dispositifs mis en place. Évidemment, ce n'est pas du tout la même échelle. Encore une fois, ce sont des essais très différents. Un essai plus participatif, je dirais, peut-être, Annabelle. Et puis aussi, dans la taille, il y a effectivement une ambition différente. Oui, je veux bien poser une question. C'est vrai que j'étais très impressionnée par le travail fait. Et 10 salles, c'est pas mal. On n'en trouve pas si facilement au sein du musée pour un tel projet. Et c'est vrai que l'aspect participatif et aussi l'humour qui permet effectivement de briser la glace ou une distance me paraissait très précieux. Je voulais vous demander si vous l'imaginiez plutôt comme un espace d'exposition temporaire ou permanent, avec un changement ou une évolution ou d'autres expositions. Oui, on a fait des expériments comme ça dans les expositions, mais ici, avec la réouverture du musée, c'était l'idée d'avoir un endroit qui est fixe, qui s'appelle le musée transparent et qui explique ces différents rôles, mais les exemplaires changent. Alors, c'est maintenant un endroit où les gens viennent et reviennent parce qu'on a d'autres exemples, j'espère. En gardant un peu les mêmes thématiques, mais avec d'autres exemples, ou en se donnant la liberté aussi de changer des thématiques, par exemple celle sur les cadres, je pensais, ou d'autres, ou est-ce que vous... On garde les tâches des musées et on trouve des cas différents et ça dépend aussi des recherches actuelles, parce que là, je veux réagir à ce que les collègues trouvent, et parce qu'on a trouvé des choses dans les réserves, et alors on peut faire une actualisation. Maintenant, malheureusement, on a pu qu'avec le moyen des fondations, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui a... supporté et c'est maintenant pour 2 années, on va voir si ça continue, ça dépend aussi des réactions et c'est pour ça qu'on fait aussi cette petite évaluation et ce qui est intéressant, qu'il y a beaucoup de gens qui répondent et qui laissent des commentaires. Oui, 2000, c'est vrai que c'était... Et peut-être que la salle a des questions par rapport justement à ces dispositifs. Je ne sais pas s'il y a un micro, je pense que oui. Il y a une question tout au fond. J'aperçois donc une main qui se lève, qui est celle de Marine Kissiel, qui est conservateur récemment entrée dans nos équipes au musée d'Orsay. Allez-y. Merci. C'est une question à propos du musée transparent et vraiment une question anecdotique, mais puisque vous parlez du retour du public, je voyais dans votre graphique qu'il y a en exacte même proportion more text wanted, less text wanted. Alors qu'est-ce que vous en faites? Je ne sais pas. C'était très rigolo parce que ça montre qu'on ne peut pas faire parfait pour chacun. Ce qui était intéressant, qu'il y avait beaucoup de réponses des visiteurs qui écrivaient en anglais et qu'ils disaient il faut que toutes les informations sont traduites parce que j'ai fait que
I just translated the main information in each rooms in English. And I was always thinking there's too much information, too much to read in each room, so we just translate the wall text, not all the things, not all the documents in English, but the people really want to read it. So they really now asked us to translate all the different levels of information. And this is something which is encouraging, because I think this means that the people really want to know it. This area is something which tries to attract people at first sight, and to pose also questions which are quite provocative, to get them into thinking what is copied art in a museum. But then it goes more and more, it goes deeper and deeper on different levels of information. And what was nice to read is that the people really want all the information in the languages, so that they can read all of it. And this is somehow encouraging that they really want to know. Donc, on ne va pas faire de traduction parce que ce n'est pas mon métier, mais globalement, les gens se sont plaints donc, de ne pas pouvoir lire tous les cartels, notamment les cartels développés donc, dans une langue qu'ils comprennent. Et ça traduit, d'après ce que Annabelle Gergen dit, un vif intérêt, une vraie curiosité de la part du visiteur de comprendre vraiment tout le processus et le raisonnement qui est offert donc, à la visite. Peut-être une autre question sur ces expériences qui sont finalement très différentes l'une de l'autre dans l'approche. Une qui est, je dirais, plus ludique, mais pas au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire le jeu sur les cadres, par exemple, qui est un moyen de comprendre de quoi sont faits les objets qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire avec ce dispositif qui vous permet de changer la couleur et le matériau d'un cadre. L'intervention des artistes contemporains aussi, qui crée une forme apporte une touche d'humour et crée une sorte de décalage par rapport au sérieux du musée. Alors là, on n'est pas du tout intimidé dans un musée comme ça. On a envie effectivement, on a envie de continuer parce qu'on se sent à l'aise, on se sent associé. C'est une vision très décomplexée, très, très libre, je dirais, des salles du musée, ce que ne sont pas les musées allemands d'ailleurs en général, parce que les musées allemands ressemblent souvent, comme chez nous, à des temples, à des palais, ou ce sont des palais, et donc c'est relativement rafraîchissant, comme disait un des petits mots du livre d'or que vous nous avez montré, Annabelle. Je crois qu'il y a encore une question pour vous. Merci pour cette passionnante expérience. Je voulais demander, est-ce que cette expérience du musée transparent a eu des répercussions qui ont amené le musée à éventuellement changer la manière de présenter les collections permanentes qui sont hors du musée transparent? C'est une question très intéressante que je me demande aussi. On fait les expériences et... comme j'ai dit, je crois que c'est un modèle de penser le musée autrement, mais comme vous avez dit, je crois que c'est un complément. Je crois... je ne crois pas qu'on pourrait changer tout le musée dans une version comme ça. Ça ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre une autre attitude et peut-être avec des petites îles dans la présentation chronologique, mais je ne crois pas que ça va changer toute la présentation. Mais j'espère que ça va faire évoluer. Oui, et que ça va encourager d'expérimenter plus aussi dans la collection permanente. Mais dans les doses homéopathiques, probablement. Je crois que c'est un complément. C'est une minuscule question pour Negin Mathieu, et pardon si je n'ai pas tout entendu ou tout su de votre présentation. Quel pourcentage des tableaux historiographiques qu'il y avait dans la première présentation historique du musée avez-vous conservé ?
Alors, nous en avons peut-être conservé un quart, un tiers. Conservé, ça veut dire présenter au public. On est des choix. En revanche, nous avons montré davantage de sculptures. C'est vrai qu'il y a l'équilibre n'est plus tout à fait le même. Donc, on a présenté davantage de sculptures et aussi davantage d'objets archéologiques. Là, j'en ai moins parlé, mais c'est vrai qu'il y a une salle qui est consacrée aux fonctions du palais, au quotidien du palais, où nous présentons plus qu'auparavant des objets archéologiques. Et puis nous présentons aussi d'autres œuvres dans les étages, sachant que la présentation des tableaux aussi serait amenée à évoluer et à tourner. C'est vrai que c'est aussi la question de la temporalité de ces espaces qui est peut-être un peu différente qu'auparavant, avec des espaces surtout de présentation de la sculpture qui, eux, sont pérennes, en tout cas pour un longtemps. Mais en revanche, les tableaux qu'on voit dans les salles, par exemple sur l'histoire des collections ou la salle d'actualité, eux seront amenés à changer pour permettre justement une rotation, une évolution. Pour finir, il faut dire aussi qu'il peut y avoir une réflexion qui existe déjà au sein du palais avec des exemples, de présenter certains de ces tableaux vus de salle dans les salles elles-mêmes ou dans le parcours. C'est aujourd'hui après la réflexion qui est comment ce pôle qui est présent au centre, un peu ce lieu de ressources, cette matérialité, puisse ensuite aussi avoir d'autres étapes au sein même du musée et un peu évoluer dans le musée, puisqu'il serait bon que dans certains espaces historiques, par exemple du palais, on puisse avoir retour revenu. Et alors c'est vrai que certains départements, comme les départements des Antiquités grecques, ont déjà, par exemple, présenté des vues de salles dans leurs espaces, parmi le cœur historique du palais. Merci. Une dernière question ou je ne sais pas. Oui, Emmanuel. Merci infiniment pour ces deux interventions passionnantes. Je trouve qu'elles montrent bien aussi la différence un petit peu avec la présentation dans les musées, vous me voyez venir, Negin, eh bien, de la place des recherches de provenance. Et c'est vrai que dans l'exemple allemand, nous avons cette valeur ajoutée, comme je le disais ce matin, qui est présentée. Et moi, j'aurais aimé vous poser une petite question sur la date de création d'un département de recherche de provenance à la Kunsthalle de Hambourg. Pour Annabelle, s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Pardonnez-moi. Quand la recherche de provenance était établie. Depuis combien de temps, au musée de Kunsthalle à Hambourg, vous vous chargez de façon très sérieusement, avec peut-être un petit département, avec des collègues qui travaillent sur ces questions? Oui, depuis, je crois, 12 années. C'est Ute Haug qui est vraiment une spécialiste là, et je suis très fière de pouvoir dire que notre musée était le premier qui a établi un poste permanent pour cette recherche, le premier musée en Allemagne. Elle a tellement de choses à faire, vous le savez. On a eu une exposition qui s'appelle Der Rücken der Bilder. C'était les dos des tableaux que Ute Haug a fait. C'était dans la collection un parcours. Parfois, on a rencontré un dos et là, on a vu exactement ce que vous avez présenté, l'importance de tous les petites affiches là et toutes les histoires qu'on peut comprendre à partir de ça. Je rajoutais un élément, c'est quand j'ai montré l'exemple sur l'histoire des œuvres et des collections à travers leur origine, leur parcours. C'est vrai que ce souci de présenter le parcours, c'est aussi un souci sur la question des provenances. Donc le musée du Louvre est concerné bien sûr par la provenance des biens pendant la guerre, mais aussi par une autre question qui est importante pour les départements archéologiques, de la provenance des objets des départements archéologiques. Et aborder, donc c'est un immense sujet pour un musée comme le Louvre, et donc aborder cette question des origines, c'est aussi pouvoir parler de ce genre de choses, exposer, expliquer les différences qu'il y a eu dans la provenance des œuvres. Et on a aussi une salle d'actualité dont je n'ai pas parlé, où des recherches en cours sont évoquées. Donc là, les recherches étaient plutôt matérielles et techniques, mais la question de l'histoire et de la redécouverte de certains éléments, ou des marquages, sont aussi une question qui est vraiment souci. Et le musée, et qui, je pense, pourront trouver leur place dans le prochain accrochage, par exemple, du pavillon de l'horloge, avec des sessions particulières, là, peut-être sur les provenances pendant la guerre. Surtout dans un contexte politique extrêmement chamboulé actuel qui voit des pillages et donc des ventes ici et là d'objets retirés soit de musées, soit de sites archéologiques
qui sont donc dans des pays qui sont en guerre, littéralement dépouillés. Tout à fait. Donc c'est vrai que dans la salle d'actualité dont je n'ai pas parlé, c'était un peu un autre sujet, il y a des présentations de nouvelles acquisitions, avec là en transparence, par exemple, la question de la provenance, du prix, de la manière dont les œuvres sont acquises, les commissions par lesquelles ils passent. Et puis il y a aussi, par exemple, un feuilletoire ou un sujet sur les fouilles, pour évoquer, par exemple, là, des fouilles qui ont lieu en Égypte, mais des fouilles que le Louvre a pu mener un temps en Syrie, mais plus maintenant, et évoquer des activités et malheureusement leur évolution. Je vous remercie infiniment.